Avez-vous déjà ressenti un silence si assourdissant qu'il semble pouvoir vous écraser, un silence si lourd que vous avez l'impression qu'il pourrait briser vos os? J'ai appris ce que cela faisait debout dans ma propre cuisine. Le téléphone était encore pressé contre mon oreille longtemps après que la tonalité ait commencé à vrombir. Mon fils, mon cher Antoine, ne voulait pas croiser mon regard. Sa nouvelle femme, Chloé, était celle qui avait parlé sa voix aussi lisse et froide qu'un galet de rivière. Oh, mais on s'est mariés hier, Élise. C'était tout petit. On n'a invité que les gens qui comptent vraiment. Les gens qui comptent vraiment. Les mots résonnaient dans l'espace où mon cœur se trouvait autrefois. Je m'appelle Élise et avant de continuer cette histoire, j'aimerais prendre un moment. J'aimerais savoir qui m'écoute aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires quel âge vous avez et de quel joli coin de France ou peut-être d'ailleurs dans le monde vous partagez ce moment avec moi. Savoir que je ne suis pas seule, cela compte énormément pour moi. Pendant 3 ans depuis qu'Antoine avait ramené Chloé à la maison, j'avais tout fait pour faire partie de ces gens-là. Je suppose qu'à ma manière un peu discrète, je pensais que l'amour pouvait se mériter. Quand ils ne pouvaient pas payer le loyer de leur petit appartement, je m'assurais que le chèque de 500 € soit envoyé. Jamais en retard. Quand ils ont emménagé dans leur première maison, je n'ai pas seulement aidé, je l'ai meublé. La solide table en chêne de la salle à manger où ils partageraient de leurs repas, le canapé confortable où ils regarderaient des films. C'était moi, c'était mon amour fait de bois et de tissu. Je me souviens du jour où j'ai rempli leur réfrigérateur pour la première fois alignant les briques de lait et les boîtes d'œufs, ressentant une bouffée de fierté. La joie simple d'une mère qui s'assure que son enfant est nourri et en sécurité. Et maintenant je me tenais là, non seulement pas invitée, mais explicitement non essentiel. Antoine fixait un point sur le carrelage du sol, un sol que je les avais aidés à choisir. Chloé cependant s'adossait au coussin de ce même canapé que j'avais payé telle une reine sur son trône et m'offrait un sourire qui n'avait aucune chaleur. À l'étage bien rangé dans mon armoire, il y avait une robe, couleur rose d'été. J'avais dépensé 200 € pour elle, une petite fortune pour moi, en m'imaginant comment le tissu doux rendrait sous le soleil de leur jour de mariage. J'avais imaginé les photos sur la cheminée, mon bras lié à celui d'Antoine, fière mère du marié. Un rêve stupide et plein d'espoir, je le vois maintenant. Cette robe et les 1 000 € que j'avais soigneusement mis de côté dans une enveloppe marquée cadeau de mariage n'étaient que des monuments à ma propre bêtise. Mon esprit tournait rejouant les dernières semaines en boucle. L'appel téléphonique excité à ma sœur Denise à Lyon pour partager la bonne nouvelle, qu'on ne m'avait même pas encore annoncée. Les heures que j'avais passées à nettoyer ma maison de fond en comble, espérant qu'ils voudraient passer pour une petite célébration. Juste nous trois. Tout cela, chaque pensée pleine d'espoir, chaque geste d'amour avait été balayé par ces quelques mots. Que les gens spéciaux. Antoine s'est enfin éclairci la gorge, le son étonnamment fort dans la pièce silencieuse. Maman, a-t-il marmonné sa voix, semblant répéter comme une réplique soufflée par un metteur en scène. C'était juste, sur un coup de tête, vraiment petit, juste nous et les témoins. Mais nous vivons à l'ère des photos instantanées, n'est-ce pas? Plus tard dans la soirée, incapable de dormir, j'avais regardé mon téléphone. Et c'était là, la vérité en couleur vive. J'ai vu les parents de Chloé rayonnant de chaque côté du couple heureux. J'ai vu ses frères et sœurs lever des coupes de champagne pour porter un toast. J'ai vu Chloé radieuse dans une magnifique robe blanche. Une robe que je réalisais maintenant avoir aidé à acheter avec les 800 € que je lui avais donnés le mois dernier pour ce qu'elle appelait quelques dépenses imprévues. J'ai vu tout ce qui comptait. Et j'ai vu avec une clarté qui m'a coupé le souffle que je n'en faisais pas partie. C'est une chose étrange, la résilience du cœur d'une mère. Vous pensez qu'il est brisé en 1 million de morceaux, mais d'une manière ou d'une autre, il continue de battre. Une semaine s'est écoulée, 7 jours entiers, chacun étant une leçon pour garder la tête haute pendant que mon monde s'effondrait. Puis le téléphone a sonné. C'était Chloé, mais sa voix était complètement différente. La confiance glaciale avait disparu, remplacée par une panique aiguë et cassante qui tremblait au bout du fil. « Tante !» Élise, commença-t-elle sa voix, à peine un murmure. « Le propriétaire a appelé... Le loyer, il est en retard. Il a dit que si on ne payait pas avant vendredi, il lançait la procédure d'expulsion. » Elle fit une pause, puis ajouta « Je crois que vous avez oublié de faire le virement ce mois-ci. » Bella, dansi, Thomas, vous avez oublié, comme si c'était ma corvée, mon devoir solennel. J'ai fermé les yeux et j'ai tout revu.
Les innombrables trajets à la banque, les fois où j'avais annulé un café avec une amie pour m'assurer que leurs factures étaient payées, les repas simples, une soupe et un quignon de pain que je m'étais préparé pour qu'ils puissent s'offrir un bon dîner. Je me suis souvenu de cette anxiété constante de bas niveau qui était devenue ma compagne. La peur que si j'arrêtais de donner, je deviendrais invisible pour eux. Leur mariage n'avait-il pas déjà prouvé que j'étais invisible de toute façon? J'ai pris une profonde inspiration. Et un calme que je n'avais pas ressenti depuis des années s'est installé en moi. C'était le calme d'un navire qui a enfin atteint l'œil du cyclone. Chloé, ai-je dit, ma propre voix me surprenant par sa fermeté. Je crois me souvenir que tu m'as dit que tu ne fréquentais que des gens spéciaux. J'ai décidé d'adopter la même politique. Désormais, je n'aide que les gens spéciaux. Ma, oh même, ma patate bien c'est chat. Le silence à l'autre bout du fil était absolu. Pour la première fois, ce n'était pas mon propre cœur que j'entendais battre à tout rompre dans mes oreilles, mais l'écho de son choc. Élise, je ne comprends pas, a-t-elle finalement bégayé. Vous avez toujours... vous êtes comme une seconde mère pour moi. On a toujours été spéciaux pour vous. Ces mots autrefois si doux avaient maintenant un goût de cendre dans ma bouche. C'était une monnaie d'échange qu'elle n'utilisait que lorsqu'elle voulait quelque chose. C'était la même voix mielleuse qu'elle avait utilisée quand elle avait besoin d'argent pour les alliances, pour la robe, pour un acompte sur une lune de miel dont je n'étais pas censée connaître l'existence. Pendant tout ce temps, j'avais marché sur des œufs si désespérée d'obtenir une miette de leur affection que je n'avais pas réalisé que je payais pour le privilège d'être ignorée. J'avais été la belle-mère parfaite, le mécène silencieux, la femme qui signait les chèques puis se fondait dans le papier peint. Mais cette simple phrase que les gens spéciaux avait été comme un seau d'eau froide me réveillant d'un long et douloureux rêve. J'avais passé tellement de temps à essayer de leur être indispensable. Je n'avais pas remarqué que j'étais devenue complètement superflue. Cette nuit-là, après avoir raccroché, je me suis enfin autorisée à pleurer. Mais ce n'étaient pas les larmes tristes et silencieuses que j'avais versées auparavant. C'étaient des larmes de rage, pures et sans mélange. Un déluge de frustration pour chaque fois qu'il m'avait fait sentir que ma présence était un inconvénient, que mon amour était un fardeau, que mon argent était la seule chose de valeur que j'avais à offrir. J'ai pleuré pour la femme que j'étais devenue, une femme qui s'était perdue en essayant d'acheter une place dans la vie de son propre fils. Avez-vous déjà regardé dans le miroir et ne pas reconnu la personne qui vous faisait face? Le lendemain matin, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai vu les mêmes yeux fatigués, les mêmes rides gravées autour de ma bouche, à force de sourire quand j'avais envie de hurler. Mais il y avait autre chose. Une lueur, quelque chose de dur et d'inflexible, un éclat d'acier que je n'avais pas vu depuis très très longtemps. C'était la femme que j'avais été avant que mon mari Jean ne décède. La femme qui avait élevé un fils toute seule, géré un foyer et navigué dans le monde avec une force tranquille et constante. Je suis allée à la cuisine et j'ai préparé mon café comme chaque matin. Mais cette fois, je n'ai pas attrapé le téléphone pour prendre des nouvelles d'Antoine. Je ne me suis pas assise à attendre des excuses qui ne viendraient jamais. Pour la première fois depuis ce qui m'a semblé être une éternité, la première personne à laquelle j'ai pensé en me réveillant, c'était moi. Je me suis assise à ma table de cuisine, celle où j'avais si souvent jonglé avec mes propres factures pour payer les leurs. Et j'ai sorti mes vieux carnets de chèques et mes relevés de compte. J'avais besoin de le voir. J'avais besoin de comprendre le coût réel de mon propre aveuglement. Les chiffres ont commencé à s'additionner. Chacun d'eux, une petite trahison. Le loyer mensuel, 500 € multipliés par 36 mois, 18 000 €. Les courses et les extras, en étant conservatrice 200 € par mois, encore 7 200 €. Puis il y avait les urgences, les soins dentaires de Chloé, les réparations de la voiture, le prêt pour un nouvel ordinateur portable, les cadeaux d'anniversaire de Noël, les chèques d'anniversaire de mariage, les meubles du salon, le nouveau climatiseur. Le chiffre final m'a sauté aux yeux depuis la page brute et impitoyable. 33 400 €. L'argent que Jean m'avait laissé, son assurance vie, destinée à m'apporter la paix et la sécurité pour mes dernières années. Je n'avais pas seulement été généreuse, j'avais été imprudente. J'avais versé tout mon avenir dans un seau percé. Tout ça pour maintenir 2 adultes valides dans le confort d'une vie qu'ils n'avaient pas gagnée, une vie dont j'étais exclue. À ce moment-là, le téléphone a sonné, brisant le calme du matin. Le nom d'Antoine s'est affiché. 1 mois plus tôt, mon cœur aurait bondi d'espoir. Je me serais jetée dessus priant pour des excuses.
Cette fois, je l'ai juste regardé sonner, le son devenant de plus en plus distant jusqu'à ce qu'il se taise enfin. J'ai pris une autre gorgée de mon café. 10 minutes plus tard, Chloé a appelé. J'ai laissé sonner aussi. Un texto d'Antoine est apparu. Maman, réponds s'il te plaît. On doit parler. Je l'ai effacé sans une seconde de réflexion. Plus tard dans l'après-midi, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je suis allée me promener, sans but précis. Pas de courses à faire pour eux, pas de virement bancaire à effectuer, pas d'ordonnance à récupérer pour Chloé. C'était juste pour moi. Le soleil était chaud sur mon visage et je me suis retrouvée à errer vers le vieux parc où j'emmenais Antoine quand il était petit. Je pouvais presque le voir. Un petit garçon avec des genoux écorchés et un sourire éclatant de confiance, sa petite main serrée si fort dans la mienne. Il me disait tout le temps que j'étais la meilleure maman du monde entier. Je suis restée là un long moment me demandant à quel moment ce petit garçon était devenu un homme qui ne voyait sa mère que comme un distributeur de billets. Quand avais-je commencé à croire que mon amour était quelque chose qui devait s'acheter et se payer? Sur le chemin du retour, je suis passée devant la banque. Monsieur Bernard, le directeur d'agence, m'a vu à travers la vitre et m'a fait un signe amical. Il me connaissait depuis des années. Il avait traité chacun de ses virements mensuels. Il avait été aux premières loges pour assister au lent drainage de mes économies. Sur une impulsion, je suis entrée. Madame Martin, dit-il son sourire authentique alors qu'il me faisait entrer dans son bureau. Ravi de vous voir. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Monsieur Bernard, ai-je dit la voix ferme. J'ai besoin d'annuler tous les virements automatiques programmés depuis mes comptes, avec effet immédiat. Markenema, ça, Il a scié, sa surprise était évidente. Depuis 3 ans, ses paiements étaient aussi fiables que le changement des saisons. Vous êtes sûre, Madame Martin, tout va bien. Son inquiétude semblait plus réelle que tout ce qu'Antoine m'avait montré depuis des mois. Tout va enfin bien, Monsieur Bernard, ai-je répondu. J'ai juste ouvert les yeux. Pendant qu'il s'occupait des formalités administratives, mon téléphone, que j'avais rallumé, a commencé à vibrer sans cesse. Antoine, Chloé, Antoine à nouveau. C'était presque comique, comme s'ils avaient un 6e sens pour savoir quand leur chaîne d'approvisionnement était menacée. J'ai simplement éteint le téléphone. Madame Martin, dit doucement Monsieur Bernard, en me tendant les derniers documents à signer. Pardonnez-moi d'outrepasser mes fonctions, mais j'ai vu tout ce que vous avez donné à votre famille au fil des ans. Je veux juste m'assurer que vous ne subissez pas de pression pour prendre cette décision. Sa gentillesse m'a presque fait monter les larmes aux yeux. Cet homme, un quasi-étranger, montrait plus de sollicitude pour mon bien-être que mon propre fils. Je ne subis aucune pression, Monsieur Bernard, lui ai-je dit en signant de mon nom avec assurance. Au contraire, j'ai enfin arrêté de me mettre la pression moi-même. En sortant de cette banque, je me sentais plus légère que je ne l'avais été en 10 ans. Un poids énorme avait été levé de mes épaules. Mon argent m'appartenait à nouveau. Les voyages que j'avais reportés, les passe-temps que j'avais abandonnés, les amis que j'avais perdus de vue parce que j'étais toujours de garde pour eux. Soudain, l'avenir me semblait à nouveau plein de possibilités. Mais quand j'ai tourné dans ma rue, ce sentiment de légèreté s'est évaporé. Il y avait 3 voitures garées dans mon allée. Celle d'Antoine, celle de Chloé et une que je ne reconnaissais pas. Mon sang s'est glacé. À travers la fenêtre du salon, je pouvais voir des ombres bouger à l'intérieur de ma maison. Ils avaient un double des clés. Bien sûr qu'ils en avaient un. Je le leur avais donné moi-même à l'époque où je croyais encore aux contes de fées. À l'époque où je pensais que les soins que je leur donnais me seraient un jour rendus. J'ai pris une profonde inspiration pour me stabiliser et j'ai marché vers ma porte d'entrée. C'était l'heure. Avez-vous déjà franchi le seuil de votre propre maison en vous sentant comme une étrangère? La scène qui m'a accueillie est gravée à jamais dans ma mémoire. Antoine était affalé sur mon canapé, celui que Jean et moi avions choisi ensemble il y a 30 ans, la tête entre les mains. Chloé faisait les 100 pas comme un tigre en cage, ses mouvements vifs et colériques. Et un homme plus âgé que je n'avais jamais vu se tenait à ma table de salle à manger, feuilletant une pile de mes papiers personnels. Mes relevés de compte, mes factures. Ma vie est allée là pour qu'il l'inspecte. Ah, qu'est-ce qui se passe ici? Ma voix était basse, mais elle m'attendait quand. Elle a tranché la tension dans la pièce comme un couteau. 3 têtes se sont tournées brusquement dans ma direction. Chloé fut la première à retrouver sa voix et elle était chargée de la même urgence désespérée que j'avais entendue au téléphone. Élise, Dieu merci, vous êtes là. Il faut qu'on parle. Voici Maître Fournier. C'est un avocat que nous avons consulté
à propos de votre situation. Ma situation, ai-je demandé un calme étrange et froid, s'emparant de moi. J'avais l'impression que ma situation allait parfaitement bien. Antoine a enfin levé les yeux. L'innocence dont je me souvenais de son enfance avait disparu, remplacée par une panique financière brute. Maman, on est allé à la banque. Monsieur Bernard nous a dit que tu avais tout annulé. Il a dit que tu nous avais bloqué l'accès. On ne comprend pas pourquoi tu ferais ça. Maître Fournier, un homme en costume gris impeccable, avec un sourire qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux, s'avança et me tendit la main. Madame Martin, je suis maître Fournier, spécialiste en droit de la famille. Vos enfants m'ont fait part de sérieuses inquiétudes concernant votre comportement récent et votre bien-être mental. J'ai ignoré sa main. J'ai marché droit vers ma table de salle à manger et j'ai rassemblé mes papiers, les serrant contre ma poitrine, comme pour les protéger. Ce sont mes documents privés. Vous n'avez aucun droit de les regarder. Maman, dit Antoine, et son ton était celui qu'il utilisait toujours quand il pensait que j'étais difficile ou puérile. C'était condescendant et tranchant. On s'inquiète pour toi. Ce n'est pas ton genre. Nous couper les vivres sans préavis, ne pas répondre à nos appels. On pense que tu as peut-être besoin d'aide. Chloé s'est approchée, le visage figé dans un masque d'inquiétude feinte, et a essayé de me prendre la main. Élise, ma chérie, nous savons que cela doit être un moment stressant pour vous. La solitude peut faire d'étranges choses aux gens. À votre âge, il n'est pas rare d'avoir des épisodes de confusion. Confusion. Le mot est resté en suspens dans l'air, une sonnette d'alarme retentissant dans ma tête. Maintenant, je comprenais. L'avocat, le discours sur ma situation. Il ne s'agissait pas d'inquiétude, il s'agissait de contrôle. C'était leur prochain coup. Si je ne leur donnais pas l'argent volontairement, ils essaieraient de me faire déclarer incompétente pour pouvoir le prendre. La femme qui m'avait dit que je n'étais pas assez spéciale pour son mariage essayait dès maintenant de me dépeindre comme une vieille femme sénile. Un rire m'a échappé, un son sec sans humour. « Oh, je ne suis pas confuse, Chloé. En fait, je vois les choses plus clairement que je ne l'ai fait depuis des années. Et la première chose que je vois clairement, c'est que vous trois, vous devez sortir de ma maison. Maintenant. » Maître Fournier s'interposa à nouveau, sa voix professionnelle douce comme de la soie. « Madame Martin, je comprends que vous vous sentiez sur la défensive, mais vos enfants ont le droit légal de s'inquiéter s'ils estiment que votre capacité à prendre des décisions financières saines est compromise. Ils ont documenté plusieurs schémas de comportement préoccupants. » « Un comportement préoccupant ?» ai-je rétorqué, ma voix montant. « Vous voulez dire le comportement d'une femme qui a décidé d'arrêter de financer la vie de deux adultes valides. Le comportement d'une mère qui a enfin réalisé que son amour était traité comme une ligne de crédit. » Chloé a eu un hoquet comme si je l'avais frappée. « On ne t'a jamais traité comme ça, nous sommes ta famille. Et cet argent, c'est notre héritage. Il nous reviendra de toute façon un jour. Nous nous assurons juste qu'il soit géré correctement. » Et voilà, la vérité, dépouillée de tous ces jolis mensonges. Dans leur esprit, j'étais déjà partie. Ma vie n'était qu'une période d'attente, un obstacle entre eux et leur héritage. Je n'étais plus une personne pour eux, j'étais un compte en banque avec un cœur qui bat. Et mon refus de coopérer pour m'être était un problème technique qui devait être résolu. « Dehors » ai-je dit en pointant un doigt tremblant vers la porte. « Vous tous, sortez !» Antoine s'est levé, son visage déformé par la même moue boudeuse qu'il avait enfant quand il n'obtenait pas ce qu'il voulait. « Maman, tu ne peux pas faire ça. On a des factures, le paiement de la voiture, la carte de crédit pour laquelle tu t'es portée garante. Tu ne peux pas simplement nous abandonner. »« Moi, je ne peux pas. » Ma voix s'est brisée, mais cette fois de force, pas de faiblesse. Pendant 3 ans, j'ai payé votre loyer, rempli votre réfrigérateur et financé un style de vie que vous ne pouviez pas vous permettre. Un style de vie qui n'avait pas de place pour moi, n'ose même pas me parler d'abandon. Maître Fournier a calmement ouvert sa mallette et a posé un dossier sur la table. « Ah, Madame Martin, nous avons pris la liberté de préparer quelques documents. Une procuration. Cela permettrait à Antoine et Chloé de gérer vos finances pour vous. Juste temporairement, bien sûr. Jusqu'à ce que vous vous sentiez plus vous-même. »
J'ai pris le dossier, j'ai marché jusqu'à la poubelle de la cuisine et je l'ai laissé tomber à l'intérieur sans même l'ouvrir. La seule transition qui se produit ici, c'est votre transition hors de ma porte d'entrée. Le visage de Chloé s'est décomposé, mais ses larmes étaient celles de la frustration, pas du chagrin. Tu ne peux pas nous faire ça, Élise. On avait fait des plans, on comptait sur toi. Mamie, vous comptiez sur mon argent, l'ai-je corrigé. Pas sur mon amour, pas sur ma compagnie, juste mon argent. Et maintenant que la banque maman est fermée, je suis soudainement confuse et j'ai besoin d'un tuteur. Antoine a fait un pas vers moi, les mains tendues, dans un geste qui se voulait apaisant. Maman, on a fait une erreur avec le mariage. Chloé était stressée. J'étais sous pression. On peut arranger ça. Sois juste raisonnable. Raisonnable, le mot m'a fait l'effet d'une gifle. Être raisonnable, ai-je dit, ma voix tremblant de années de douleur refoulée, signifie que je continue à tout payer pendant que vous me traitez comme une étrangère. Cela signifie que je prétends que ça ne m'a pas brisé le cœur d'être délibérément exclue du jour le plus important de la vie de mon unique fils. Non, Antoine, j'ai fini d'être raisonnable. Maître Fournier a commencé à ranger sa mallette, son attitude professionnelle ne faiblissant jamais. Ce n'est pas fini, Madame Martin. Votre famille a des recours légaux. Si un juge estime que vous prenez des décisions irrationnelles qui mettent en danger votre bien-être, le tribunal peut intervenir. C'était une menace directe. Ils allaient vraiment le faire. Ils allaient essayer de me dépouiller de mon autonomie, de mon identité même. J'ai regardé cet homme droit dans les yeux. Maître Fournier, avant de déposer le moindre papier, je vous suggère de faire vos devoirs. Je suis une femme de 71 ans qui a géré ses finances parfaitement pendant 40 ans, qui a élevé son fils seul après la mort de son mari et qui, jusqu'à il y a une semaine, soutenait à elle seule 2 adultes qui auraient dû se soutenir eux-mêmes. Dites-moi qui est irrationnel. Les larmes de Chloé ont disparu, remplacées par un regard de pur venin. Tu le regretteras, Élise. Nous avons des droits. Très bien, ai-je dit, ma voix maintenant aussi froide que la sienne. Engagez tous les avocats que vous voulez, avec votre propre argent. Ils se sont enfin dirigés vers la porte, une procession silencieuse et défaite. Sur le seuil, Antoine s'est retourné une dernière fois. « Ça va mal finir pour toi, maman. Tu vas mourir vieille et seule, sans personne pour s'occuper de toi. » La tristesse qui m'a envahie était profonde, mais elle était accompagnée d'un étrange sentiment de paix. « Antoine, ai-je dit doucement, tu ne vois donc pas, je suis déjà seule. La seule différence, c'est que maintenant c'est mon choix. » J'ai fermé la porte derrière eux et je me suis appuyée contre elle. Le bois solide était un réconfort contre mon dos. La maison était silencieuse, mais cette fois ce n'était pas un silence lourd et suffocant. C'était le son magnifique, vaste et libérateur de la liberté. Cette nuit-là, le sommeil était impossible. Mon esprit tournait à plein régime, non pas de chagrin, mais d'adrénaline. S'ils voulaient une guerre, je leur en donnerais une, mais je ne la combattrai pas avec des larmes et de l'émotion. Je la combattrai avec clarté, avec stratégie et avec la vérité. Au lever du soleil, j'étais déjà habillée et assise dans le bureau de Maître Dubois, l'avocate aimable et méthodique qui m'avait aidée avec le testament de Jean toutes ces années auparavant. Il avait la réputation d'être un défenseur féroce des personnes âgées. Alors que je lui exposais toute cette sordide histoire, le mariage, la confrontation, la menace du procès, il a écouté patiemment son expression devenant de plus en plus sombre. « Ah, Élise, dit-il, quand j'eus terminé, sa voix douce mais ferme. Ce que votre fils et votre belle-fille tentent de faire est un cas d'école d'abus de faiblesse. Et c'est un délit grave. Le fait qu'il soit entré chez vous sans votre permission et fouillé dans vos documents privés, c'est une violation de domicile. » Ces mots étaient à la fois un réconfort et un choc. Je ne réagissais pas de manière excessive. Je n'étais pas paranoïaque. Mes sentiments étaient valides. Nous avons passé les 3 heures suivantes à éplucher mes relevés de compte. Quand Maître Dubois a vu le décompte final de plus de 33 000 €, il a laissé échapper un petit sifflement. « Élise, avec cet argent, vous auriez pu faire le tour du monde. Au lieu de cela, vous avez financé la vie de 2 personnes qui ne vous ont même pas donné une place à leur mariage. » J'ai quitté son bureau avec un plan clair. Mon premier arrêt a été la quincaillerie. Le vieux monsieur Martin, le propriétaire, m'a accueilli avec un sourire familier. « Bonjour Élise, encore une urgence chez les jeunes. » Il m'avait vue ici une centaine de fois, achetant de la peinture pour leur mur éraflé ou un nouveau robinet pour leur évier qui fuyait.
Merci, pas cette fois, Franck, ai-je dit, sentant un sourire se dessiner sur mon propre visage. Cette fois, c'est pour ma maison. J'ai besoin de changer absolument toutes les serrures, et je veux les meilleures que vous ayez. Pendant que j'étais là, son fils Étienne, qui dirigeait une entreprise de sécurité, est passé par hasard. Cela m'a semblé être la providence. Étienne, ai-je dit, j'ai besoin d'un système de sécurité complet. Caméra, alarme, la totale. Le prix n'a pas d'importance. Ben, si des ça dans ton tamacobion. Alors qu'il préparait tout pour l'installation, un appel est arrivé d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu prudemment. C'était Chloé utilisant le téléphone d'une amie. Élise, s'il vous plaît, ne raccrochez pas, dit-elle, sa voix dégoulinant d'une douceur à laquelle je ne faisais plus confiance. Je sais que vous êtes en colère, Antoine et moi, nous avons eu tort, nous voulons nous rattraper. Et si on organisait un dîner spécial juste pour vous pour célébrer le mariage? Chez vous, on pourrait cuisiner ensemble comme au bon vieux temps. La manipulation était si flagrante qu'elle en était presque insultante. Oh, Chloé, ai-je dit, allant droit au but. Tu dois combien de mois de loyer? Le silence à l'autre bout fut ma réponse. Hein? Eh bien, ça fait 2 mois maintenant, admit-elle. 1 000 €. Mais ce n'est pas pour ça que j'appelle. Vous nous manquez vraiment. Ah, bah, c'est agaciané. Ah, c'est moi qui vous manque ou c'est mon argent? Ai-je demandé. Il y eut une pause, puis avec une honnêteté surprenante, elle dit les deux? Je ne vais pas mentir, Élise. Nous avons besoin de votre aide. Mais nous vous aimons. Si vous m'aimez, ai-je dit, ma voix plate et vide d'émotion, pourquoi n'étais-je pas à votre mariage? Pourquoi la seule fois où vous appelez, c'est quand vous avez besoin de quelque chose? Quand pour la dernière fois, juste une fois, avez-vous appelé pour me demander comment j'allais? Un autre silence. Nous connaissions toutes les deux la réponse. Chloé, je ne vais le dire qu'une seule fois. Pendant 3 ans, vous m'avez traitée comme une commodité. Vous m'avez utilisée, ignorée et humiliée. Maintenant que l'argent s'est tari, vous vous souvenez soudainement que vous m'aimez. Le choix, c'était le vôtre quand vous avez décidé que je n'étais pas assez spéciale pour votre mariage. Maintenant, le choix est le mien. J'ai raccroché et j'ai éteint le téléphone. Cet après-midi-là, je suis entrée dans un salon de coiffure pour la première fois depuis plus d'1 an. Je me suis tout offert. Une nouvelle coupe, une couleur, une manucure, une pédicure. J'ai dépensé de l'argent pour moi, sans la moindre pointe de culpabilité. Pendant que ma coiffeuse Cynthia opérait sa magie, elle m'a parlé de ses propres enfants, de ses rêves de sa vie. C'était si rafraîchissant, si normal. Ah, vous avez l'air d'avoir 10 ans de moins. Élise, m'a-t-elle dit quand elle a eu fini. Mais plus que ça, vous avez l'air libre. Sur le chemin du retour, une femme était assise sur les marches de mon perron. Madame Martin, demanda-t-elle, je suis Hélène Brooks, votre voisine d'à côté. J'ai entendu crier chez vous l'autre jour et je voulais juste m'assurer que tout allait bien. Sa simple sollicitude de voisine m'a touchée plus profondément que je ne saurais le dire. Je l'ai invitée à entrer pour un café et je lui ai tout raconté. Quand j'ai terminé, ses yeux étaient remplis de larmes d'empathie. Élise, dit-elle, vous avez fait ce qu'il fallait. J'ai vécu quelque chose de similaire avec ma propre fille. Ça a été la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire. Mais notre relation est réelle maintenant. Elle est bâtie sur l'amour, pas sur l'obligation. Son histoire m'a donné une lueur d'espoir. Peut-être, juste peut-être, que c'était aussi le début de ma propre vraie vie. Le lendemain matin, alors qu'Étienne installait les nouvelles caméras de sécurité, ma sœur Denise a appelé de Lyon. Je lui ai enfin dit toute la vérité sans phare. « Oh Élise, dit-elle avec un soupir, il était temps. Ça me brisait le cœur chaque fois que tu parlais de l'argent que tu leur donnais. On aurait toujours dit que tu essayais de te convaincre toi-même que tu étais aimée. » Ces mots étaient un baume douloureux, mais nécessaire. « Et Chloé, continua-t-elle, elle parlait toujours de toi au futur. Quand on héritera de la maison d'Élise, c'était comme s'ils attendaient juste que tu ne sois plus là. » Cette révélation m'a frappée comme un coup physique. Il ne m'avait pas seulement vue comme une banque. Il m'avait vue comme un obstacle. Plus tard dans la journée, alors que j'étais assise avec Hélène, elle a eu un petit rire sombre. « Ils lisent tous le même manuel, n'est-ce pas, Sable ? Chapitre 1, rendez-la indispensable. Chapitre 2, crée des urgences constantes. Chapitre 3, quand elle dit enfin non, remettez en question sa santé mentale. Quelques jours plus tard, Maître Dubois a appelé avec des nouvelles.
Il avait réussi à obtenir une ordonnance restrictive temporaire. Antoine et Chloé avaient l'interdiction légale de s'approcher de ma propriété. Mais leur campagne de harcèlement n'a pas cessé. Ils passaient devant chez moi en voiture plusieurs fois par jour. Puis est arrivée cette femme à l'allure officielle des services de protection des adultes, une assistante sociale nommée Madame Schmidt. Nous avons reçu un signalement de membres de la famille inquiets, dit-elle son expression neutre. Ils pensent qu'à ce que vous pourriez être en danger. Mon sang s'est glacé. Ils passaient à la vitesse supérieure utilisant le système contre moi. J'ai immédiatement appelé Maître Dubois qui est arrivé en 20 minutes. Il a calmement présenté à Madame Schmidt un dossier détaillant 3 années d'exploitation financière et d'abus émotionnels. Il lui a montré les relevés de compte, les messages menaçant, la documentation de leur violation de domicile. Le visage de l'assistante sociale a pâli à mesure qu'elle lisait. Après quelques questions pointues sur ma capacité à prendre soin de moi-même, auxquelles j'ai répondu avec une parfaite clarté, elle a fermé son dossier. « Madame Martin, dit-elle, je ne vois aucune preuve que vous soyez en danger. En fait, il semble que vous ayez pris des mesures très prudentes pour vous protéger. Je vais clore ce dossier. » Mais le soulagement fut de courte durée. Un mois plus tard, Maître Dubois est arrivé à ma porte avec un air sombre. « Élise, ils l'ont fait. Ils ont déposé une requête officielle auprès du tribunal des affaires familiales. Ils demandent votre mise sous tutelle prétextant une incompétence mentale. » Les mots que j'avais redoutés étaient devenus une terrifiante réalité. Mon propre fils essayait et officiellement de me faire déclarer légalement folle pour qu'il puisse voler ce qui restait de mon argent. Leurs preuves étaient un assemblage de mensonges et de vérités déformées. Une déclaration de mon pharmacien qu'ils avaient piégé pour lui faire signer quelque chose qu'il ne comprenait pas. Un témoignage d'un voisin grincheux qui avait mal interprété mes nouvelles mesures de sécurité comme de la paranoïa. Et l'avis d'un psychiatre qu'ils avaient engagé qui affirmait que mon refus d'être évalué par lui était la preuve de mon déclin. Le jour du procès m'a semblé être un rêve, ou plutôt un cauchemar. Voir Antoine et Chloé de l'autre côté de la salle d'audience, leur visage dur et déterminé, a été la chose la plus douloureuse que j'ai jamais endurée. Leur avocat m'a dépeinte comme une vieille femme confuse et paranoïaque, manipulée par ses nouveaux amis. Chloé a pleuré à la barre une performance de maître en tromperie, parlant de combien elle m'aimait et à quel point mon déclin était dévastateur. Antoine a témoigné que j'étais irrationnelle, que l'on profitait de moi. Mais ensuite, ce fut notre tour. Mon avocat, Maître Dubois, a été brillant. Il a systématiquement démantelé leurs mensonges. Il a fait témoigner mon pharmacien sur la façon dont Chloé l'avait piégé. Il a fait témoigner ma nouvelle amie Hélène et ma sœur Denise de ma clarté d'esprit et de ma force. Il a présenté l'évaluation du docteur Moreau, un psychiatre gériatrique respecté que nous avions engagé, dont le rapport déclarait que non seulement j'étais compétente, mais que je possédais des fonctions cognitives bien au-dessus de la moyenne pour mon âge. Finalement, ce fut mon tour de parler. Je me suis avancée vers la barre, la tête haute. J'ai regardé le juge, un homme aux yeux bienveillants, et j'ai dit ma vérité. J'ai parlé de l'argent, du mariage, de l'humiliation et de la peur. « Oh, pourquoi avez-vous arrêté de les soutenir ?» m'a demandé Maître Dubois. J'ai regardé mon fils. « Parce que j'ai finalement réalisé, » ai-je dit ma voix claire et stable, que je payais pour une relation qui n'existait pas. Mon argent était le bienvenu dans leur vie, mais moi je ne l'étais pas. Le juge a délibéré pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Quand il est revenu, il m'a regardé droit dans les yeux. « Après examen de toutes les preuves ?» annonça-t-il, sa voix résonnant dans la salle d'audience silencieuse. « Il est tout à fait clair pour ce tribunal que Madame Élise Martin est en pleine possession de ses facultés mentales. » Ces décisions, bien que peut-être douloureuses pour sa famille, sont rationnelles et relèvent entièrement de ses droits. La demande de mise sous tutelle est catégoriquement rejetée. Une vague de soulagement si puissante qu'elle m'a presque fait plier les genoux m'a envahi. J'avais gagné, j'avais regagné ma vie. Alors que nous quittions le palais de justice, j'ai vu Antoine une dernière fois. Pendant un instant fugace, j'ai vu une lueur dans ses yeux. Du regret peut-être, ou de la honte. Mais elle a disparu aussi vite qu'elle était devenue, et j'ai su avec une tristesse profonde et douloureuse qu'il était trop tard. C'était il y a 1 an. J'ai vendu la maison, celle remplie de tant de fantômes, et j'ai emménagé dans un charmant appartement en centre-ville.
J'ai donné une grande partie de mon argent à une association qui aide à protéger les seniors contre l'abus financier. Le reste, je l'utilise pour vivre. J'ai fait ce voyage en Europe, j'ai recommencé à peindre. Je suis entourée d'amis merveilleux et bienveillants qui m'aiment pour qui je suis pas pour ce que je peux leur donner. J'ai entendu dire par des oui-dire qu'Antoine et Chloé ont dû vendre leur maison. Elle a dû trouver un travail pour la première fois de leur mariage. Peut-être qu'en fin de compte, je leur ai rendu service. Peut-être que les difficultés leur apprendront les leçons que ma générosité n'a jamais pu leur enseigner. Parfois la nuit, je m'assois sur mon nouveau balcon, je regarde les étoiles et je pense à la femme que j'étais. Cette femme silencieuse et craintive qui pensait que l'amour avait une étiquette de prix. Elle est partie maintenant. À sa place, il y a une femme qui sait que le véritable amour est un cadeau donné librement et reçu librement. Et elle sait que la personne la plus importante que l'on puisse jamais apprendre à aimer et à protéger, c'est soi-même. C'est une drôle de chose, n'est-ce pas, comme la vie peut prendre des tournants inattendus. Nous déversons tout notre cœur dans nos enfants, et cet amour ne s'éteint jamais vraiment. Mais parfois le plus grand acte d'amour, c'est d'apprendre à arroser aussi son propre jardin. Je me demande souvent, si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait? J'adorerais lire vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Cela fait du bien de savoir que l'on n'est pas seul dans ces épreuves.